Bon, bonsoir à tout le monde. Voilà. Je vais vous présenter nos deux conférencières de ce soir par rapport à un projet qui a été mené depuis l'année 2012. C'est en juin 2012 que la préfecture de la Gironde adresse un courrier à 16 millions lui proposant de participer à la commémoration de la Grande Guerre. Catherine Vautier, qui est alors élue à la mairie de 7 millions, contacte Mireille Lucu, ici présente, professeure agrégée d'histoire, qui a été présidente de notre association, de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion jusqu'en 2008. Saint-Émilionnaise, bien entendu, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Voilà. Et pour présenter donc un projet complet avec cérémonie, conférence, exposition, ainsi que l'édition en facsimilé du journal du Poilu, journal de tranchée de l'abbé Berger. Alors c'est ce projet qui a permis à la ville de Saint-Émilion d'être labellisée par la Commission nationale donc, du centenaire de la Grande Guerre. Alors à compter de cette labellisation, M. Bernard Loret, maire de Saint-Émilion, décide de créer cette fameuse commission dont il vous a parlé tout à l'heure, cette commission de travail. Sont sollicités à ce moment-là l'abbé de Rosière, curé de Saint-Émilion, le général Cousine, qui est absent ce soir, qui aurait dû donc aider nos deux conférencières pour cette intervention, mais qui pour des problèmes personnels est donc occupé ailleurs. Le général Cousine qui a fait un énorme travail dans le placement des archives du presbytère de Saint-Émilion. Mathieu Mazière, chargé de mission donc, pour la ville de Saint-Émilion, Madame Lafigoli, élue, Monsieur Daniel Fournier, Catherine Vautier, et bien sûr donc l'association, votre association, la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Émilion, que j'ai représenté moi-même. Donc un appel a été fait auprès des Saint-Émilionnais pour récolter dans un premier temps les 26 numéros du journal du Poilu. Alors on avait pas mal de numéros, mais il nous a manqué quelques-uns. Et à partir donc de ces numéros, Mireille Lucu a fait un énorme travail durant plusieurs mois d'analyse et de synthèse pour faire une présentation raisonnée de l'abbé Berger. Présentation raisonnée que vous avez donc dans le livre, qui fait tout de même 50 pages. Et ça, lisez ça, vous verrez, c'est quand même un travail énorme. Bon, alors, là-dessus, bien sûr, il y a eu de nombreux remerciements, de nombreux compliments. Et je citerai 3 phrases donc, de Bernard Cougoul, qui est l'arrière-petit-neveu de l'abbé Berger, qui, après avoir pris connaissance du travail de Mireille, nous a écrit ceci. C'est un travail remarquable, donc je veux la remercier. C'est un apport très précieux qui donne à voir, dans le contexte historique et politique des années de guerre, la personnalité de notre grand-oncle dans son unité de citoyen, d'amis et d'apôtre, pour reprendre ses propres termes dans son discours d'installation de curé à Saint-Émilion en 1920. L'objectivité de l'analyse historique, littéraire et spirituelle, toujours dans ce même contexte, est à saluer. Suite à cet appel, ça a permis de récolter de nombreuses familles, ont apporté à la mairie de Saint-Émilion de nombreux documents, des correspondances, des objets divers de leurs ascendants, donc partis sur le front dès le premier jour d'août 14. Alors la commission mise en place a donc décidé d'exploiter un maximum de ces témoignages et de présenter tout ceci en faisant une expo. Travail énorme qui ne pouvait se réaliser qu'avec le concours d'une personne compétente. C'est ainsi que nous avons eu un contact avec Myriam Boireau, ici présente, historienne, médiatrice du patrimoine, qui a été séduite par ce projet et qui a donc été embauchée par M. le maire comme chargée de mission pour la ville de Saint-Émilion et bien entendu prendre la casquette de commissaire de l'exposition intitulée Sur les traces du Poilu Saint-Émilionnais. Un travail énorme donc,
réalisé en peu de temps, il faut le souligner. Myriam n'est pas saint-émilionnnaise, elle ne connaît pas les familles, elle ne le sait pas. Donc il a fallu qu'elle a tout découvert rapidement. Et donc ça a été un travail énorme. Alors, ce travail énorme, donc avec un peu de recul, et vu ce travail accompli, je pense que monsieur le maire, donc ici présent, et l'ensemble des membres de la commission sont plus que satisfaits du résultat obtenu. Des centaines de visiteurs ont déjà poussé la porte de la salle gothique, donc où se tient cette exposition, et de nombreux témoignages vont bien sûr dans ce sens. Alors maintenant, je laisse la parole à nos deux conférencières, Myriam qui va donc prendre la parole en premier pour vous exposer son travail, ainsi qu'à Mireille, qui complétera donc les propos. Voilà, alors bonne conférence à vous deux, et merci encore personnellement pour le travail accompli durant ces derniers mois. Merci Philippe pour cette présentation élogieuse du travail que nous avons fait avec la commission centenaire. Et je dois dire que lorsque j'ai commencé cette mission à Saint-Émilion, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de matière à dépouiller et que je ferais autant de rencontres fructueuses, je pense en particulier aux familles qui nous ont confié leurs documents personnels. Alors ce soir, on propose Mireille et moi une conférence à deux voix, à quatre mains. C'est un exercice un petit peu périlleux. Elle va s'articuler en plusieurs parties. On va d'abord évoquer bien sûr le poilu saint-émilionnais et la personnalité de l'abbé Berger jusqu'en 1919. C'est plutôt Mireille qui va s'y coller. Voilà. Et moi, je vais vous parler des sources documentaires, des éléments témoins sur lesquels je me suis appuyée pour faire ce travail. Et puis, lorsque Mireille vous aura parlé du poilu et de l'abbé, j'évoquerai avec vous les hommes de Saint-Émilion au front, et puis aussi les habitants de Saint-Émilion à l'arrière pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous entendez, c'est bon? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit la deuxième? Alors, il faut vous pardonner, et surtout pardonner à Myriam, parce qu'elle a beaucoup à faire. 3 enfants à la maison, des allers-retours sur Bordeaux. Et j'en profite, puisque j'ai la parole, pendant qu'elle s'installe, pour remercier infiniment Philippe Rivière, parce qu'il a joué un rôle dans la commission qui a été éminent. Je veux dire, efficace et loyal pour tout le monde. Alors, merci beaucoup Philippe, la Société d'Histoire et d'Archéologie a été représentée parfaitement. Je parle encore pendant que Myriam s'installe, c'est bon? Alors je vais commencer par mes éléments d'enquête, ce qui m'a permis en fait de réaliser ce travail sur Saint-Émilion et Saint-Émilionnais pendant la Première Guerre mondiale. La première chose sur laquelle je me suis attardée, ce sont les éléments témoins aujourd'hui de cette Première Guerre mondiale dans le paysage saint-émilionnais. Et ils sont nombreux. Et leur présence, leur monumentalité aussi, témoignent du choc qu'a provoqué la Première Guerre mondiale dans la société saint-émilionnaise et de la volonté qu'ont eu aussi les habitants de rendre hommage à leurs morts au lendemain de la Première Guerre mondiale. Alors il y a bien sûr le monument aux morts que vous connaissez tous, qui a été réalisé par un sculpteur qui s'appelle Jean-Georges Achard. Vous en avez ici une illustration lors d'une cérémonie en 1934. Ce monument aux morts il a fallu à peu près 4 ans pour que les habitants de Saint-Émilion puissent faire aboutir ce projet de réalisation. Voilà. Et vous avez ici la maquette qui a été proposée par le sculpteur et qui a été validée par la préfecture. Et en bas, la liste des morts de la guerre 14-18. C'est le premier rapport de ces éléments témoins. C'est une indication du nombre des morts.
Et en ce qui concerne Saint-Émilion, on a sur ce monument aux morts, sur 3 des 4 phases du monument, 149 noms qui sont inscrits. On a également un monument commémoratif dans le cimetière de Saint-Martin de Nazra, que vous connaissez certainement. Une vierge a été édifiée par le sculpteur Henri-Jean Moreau dans les années 1927-1928, au-dessus du tombeau des morts de Saint-Émilion pour la France lors de la guerre 14-18, donc dans ce cimetière. Actuellement, les noms sont assez difficilement lisibles, mais vous pouvez aller voir ce monument. On a également donc, témoignage aussi de la volonté des habitants donc, de rendre hommage aux morts, et en particulier de l'abbé Berger, de se souvenir des morts de la guerre 14-18. On a dans la chapelle des martyrs de l'église collégiale une liste de noms des morts de la guerre 14-18 qui sont classés par année de décès. Alors le chiffre n'est pas tout à fait le même que sur le monument aux morts. On a ici 159 noms inscrits, ce qui montre que il peut y avoir en fait une marge pour le calcul du nombre de morts à Saint-Émilion précisément. Il suffit que les familles habitent ici, que le soldat ait été inscrit ailleurs. Bon. En tout cas, on peut estimer à environ, disons, 150 le nombre de morts de la commune pendant la Première Guerre. En plus des éléments témoins, on a aussi à notre disposition beaucoup de sources documentaires et d'objets ramenés du front par les hommes de Saint-Émilion qui sont partis, donc, qui ont été mobilisés en 1914. Parmi ces sources documentaires, on a d'abord des collections privées, et en particulier les collections familiales des habitants de Saint-Émilion. Et ils ont été nombreux à répondre à l'appel de la commune au début de l'année 2014. Ces documents sont très précieux, et moi je tiens à remercier toutes ces familles qui nous ont apporté leurs documents et qui me les ont confiés pour que je puisse les numériser et les analyser. On a par exemple la collection de la famille Mirande, avec beaucoup d'informations sur Pierre Mirande, et notamment ici, vous voyez son fascicule de mobilisation. On a également une correspondance très abondante qui concerne Pierre Mirande. On a également la famille David Beaulieu qui nous a apporté des documents. Ici, vous avez deux pièces de cette collection qui est extrêmement importante. Une carte réalisée au front par André David Beaulieu et également un herbier, un coquelicot qui vient directement du front, qui est un peu jauni, mais qui est une pièce intéressante et qui montre l'état d'esprit aussi des soldats au front. Et qui peut témoigner aussi du temps passé dans les tranchées à attendre, dans les tranchées de seconde ligne. Beaucoup de cartes postales militaires qui prennent différentes formes. Ici vous en avez une avec différents drapeaux. Donc ces cartes postales, ces correspondances sont très abondantes dans les collections et nous nous sommes appuyés sur ces collections pour développer ce travail. Une correspondance aussi de l'abbé Berger avec Paul Carry, qui est l'un de ses amis, avec Edmond Jean également, qui nous a permis, et qui a permis, je crois aussi à Mireille, de travailler sur le parcours de l'abbé pendant la Première Guerre mondiale. Des correspondances, mais aussi des photos, et à cet égard, la collection de Madame Berjal, qui concerne Pierre Bécot, rassemble plus de 150 photographies du parcours de Pierre Bécot avec le 144e régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Vous avez ici un portrait de lui dans sa guitoune de tranchée au flanc du chemin des Dames, avec son matériel d'écriture. Il faut savoir que la correspondance, l'écriture au front est extrêmement importante pour les soldats, que l'arrivée du Valmestre est très attendue. Et puis, au front, l'abbé Berger, lui aussi, fait la photo et fait des photos. Et on a trouvé très récemment dans la collection de Bernard Loret, qui est un grand collectionneur, une photographie de l'abbé Berger faisant la photo à Niedersubach, en Alsace, en 1917. Et les plaques qu'il a réalisées au front nous ont été confiées par un collectionneur saint-émilionnais qui s'appelle Alain Gourdis. Ces plaques de verre qui retracent toute la campagne de l'abbé Berger
au front avec la 36e division d'infanterie ont été montées en vitrail. Et chacune, donc il y a 59 plaques et qui sont extrêmement importantes pour pouvoir retracer donc le parcours de l'abbé et l'illustrer aussi pendant la Première Guerre mondiale. Et puis on a aussi bien sûr des médailles, de nombreuses médailles qui nous ont été confiées par les familles, avec bien sûr ce qui va avec, éventuellement des citations, et qui nous donnent des renseignements sur le parcours des soldats. Vous avez ici par exemple, j'ai pris tout simplement en photo une vitrine de l'exposition, une partie de la collection qui nous a été confiée donc, par la famille Catusot, avec une carte réalisée au front par Fernand Catusot et quelques médailles. Voilà, la médaille de guerre, la Légion d'honneur qu'il a eue en 1977, la croix de guerre. Voilà. Et puis, bien sûr, pour ce travail, on a utilisé les documents familiaux, mais on a aussi utilisé les archives publiques. Alors, elles sont très nombreuses. Il y a bien sûr les archives de la commune de Saint-Émilion, les registres des délibérations pendant la guerre. Il y a le dossier Monument aux morts aussi, qui contient un répertoire de tous les décès, de tous les avis de décès reçus par la mairie pour avertir les familles du décès de leurs proches. Et puis on a les archives du ministère de la Défense qui sont consultables en ligne sur le site Mémoire des Hommes d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, et qui nous permettent de connaître les circonstances de la mort de certains soldats et le lieu de leur décès. On peut aussi consulter les fiches matricules qui sont conservées aux archives départementales de la Gironde, qui sont des archives qui viennent du ministère de la Défense, qui ont été déposées aux archives départementales. Et lorsqu'on a l'année de naissance et la classe d'un soldat, ça nous permet d'avoir des informations complémentaires sur son parcours militaire, ses changements d'affectation, ses blessures éventuelles. Et ça permet surtout, toutes ces archives publiques permettent, avec des documents officiels, de mettre en regard, de mettre en perspective les informations qui nous sont données par les collections familiales. Voilà. Et puis, pour finir sur le chapitre sources, éléments témoins, le poilu Saint-Émilionnais, qui est à la frontière en fait entre les collections familiales et les archives publiques, puisqu'on trouve des numéros du poilu dans certains fonds. On trouve aussi des numéros du poilu dans les archives familiales. Et c'est justement grâce à l'appel de la mairie qu'on a pu rassembler les 26 numéros du poilu, qui sont donc réédités depuis une semaine maintenant. Poilu Saint-Émilionnais, en 2 mots, puisqu'ensuite je vais laisser la parole à Mireille, qui est une source importante de l'histoire de la Première Guerre mondiale à Saint-Émilion et pour Saint-Émilion, qui revêt différents visages. Il a 3 couvertures successives, les voilà. Et donc il a été publié au front entre 1915 et 1919 par l'abbé Berger, qui, comme vous le savez tous, est une figure emblématique de l'histoire de Saint-Émilion au XXe siècle. Et pour présenter l'abbé et ce journal, je laisse la parole à Mireille. Oui, bravo Myriam et bravo pour le très beau travail que vous avez présenté jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est à voir. Alors oui, présenter l'abbé Berger, je voudrais dire tout de suite que la mission qui m'a été donnée par monsieur le maire de Saint-Émilion a été de l'étudier dans la période de la guerre. Où, parce que ça pose la question de la fin de la guerre, quand est-ce que la guerre s'achève, c'est une question très controversée par les historiens, mais pour nous, ce sera au dernier numéro, c'est-à-dire le numéro 26 du début de l'année 1919. Voilà, donc c'est dans cette période-là que je me suis tenue à étudier le parcours de l'abbé Berger. Alors vous l'avez là présenté, quel âge est-il? Peut-être 25-30 ans. Et il a cette allure impressionnante. Et je pense que les plus anciens d'entre vous, ceux qui l'ont connu, ceux qui en ont entendu parler, ont eu cette image de lui, un homme avec une voix puissante, un très grand homme, 1m95. Sa famille m'a dit que dans la guerre, pendant la guerre, ses camarades l'appelaient le Grand. Très impressionnant, une voix forte et un regard, alors bleu, avec une chevelure noire,
Et cela fait contraste avec ce que l'on décrit, ce que l'on sait de lui comme adolescent, avant qu'il arrive, finalement même avant qu'il arrive à Saint-Émilion. Il a dû arriver à Saint-Émilion en 1905. Il est né en 1881. Dans sa jeunesse, son adolescence, on le décrivait comme malin, chétif. Et là, on le voit il est au séminaire déjà, avec sa famille, ses cousins. Il a été atteint d'une maladie pulmonaire. Il a fallu l'envoyer sur la Côte d'Azur. La décision a été prise alors qu'il est au séminaire de l'envoyer se soigner là-bas. Donc, il y a une vraie métamorphose de lui entre, disons, les années 1895-1900 et après 1905. Alors, le voilà avec sa famille, et juste pour dire un mot, là, je n'arrive plus à relire, peut-être Myriam peut relire ce qu'il y a écrit. École de dressage de tortues et autres bêtes, non, c'est pas ça? École de dressage pour tortues et autres bêtes. Et autres bêtes. Bon, on le présente comme un jeune homme très facétieux. Il adore faire des blagues, rire, et on retrouvera ça dans le Poilu, avec beaucoup de blagues. Hein. Lutter contre le cafard, pour lui, c'est dans l'esprit de la Vermeau aussi, dire des blagues. Trois lignes pour rire. Et c'est dans son caractère. Et il parle très souvent de la gaieté et du sourire qui sont pour lui caractéristiques de la civilisation, c'est-à-dire de la France. Alors, il est né à Sainte-Élodie, dans le Médoc, et l'un de ses attachements qui reste premier pour lui, c'est la famille. Alors, il y a ses parents, qui étaient de modestes serviteurs et agriculteurs dans le Médoc, et son frère, qui est présenté ici lors de son premier mariage. De ce mariage est né un enfant, mais la jeune femme va mourir à Cambo pendant la guerre d'ailleurs, elle aussi de tuberculose. Et ce frère Henri va se remarier, avoir une autre famille, une autre descendance. Enfin, donc, il y a une famille qui est avec des cousins assez nombreux actuellement et qui viennent de deux mamans. Et il est resté extrêmement attaché à ce frère, et Henri est mort 3 semaines avant Michel, Damien, Vivien, Berger. Donc ça frappe beaucoup la famille. Alors c'est effectivement un prêtre militant qui arrive à Saint-Émilion vers 1905 dans un contexte politico-religieux national extrêmement complexe. La Troisième République s'est installée, elle est plus ou moins admise, mais elle s'oriente et elle oriente la société vers la laïcité, vers la séparation de l'Église et de l'État. Il y a déjà eu le problème de l'école, et la société a été agitée, très agitée, par l'affaire Dreyfus. Donc nous sommes dans une période très très complexe, où les affrontements sont très violents entre les Français. Alors ce prêtre va prendre des positions militantes. Là, ici, vous, Saint-Émilionnais, ceux qui connaissent bien Saint-Émilion savent que une de ses grandes marques à Saint-Émilion, ce sont ses patronages qui ont duré jusque après sa mort. Alors ici, l'étoile saint-émilionnaise en 1908, et puis à côté de l'étoile saint-émilionnaise, il y avait aussi l'harmonie Sainte-Cécile et d'autres patronages. Alors alors là, c'est un autre sujet, non, c'est un prêtre qui a été se former en Belgique. Il faut dire qu'il y a un homme politique français qui s'appelait Albert Demain, qui a été élu député,
dans un parti politique important qui s'appelait l'Action catholique et qui prônait d'abord le ralliement, c'est-à-dire que les catholiques français étaient invités à accepter la République, comme le demandait d'ailleurs le pape. Donc il y a toute une partie des catholiques qui ont accepté ce ralliement, mais en même temps, pour maintenir dans la société française la présence du catholicisme, et Albert de Meung pensait qu'il fallait passer par les patronages, l'organisation de la jeunesse. Et la Belgique donnait beaucoup d'exemples. Donc l'abbé Berger a fait un séjour en Belgique, puis est revenu en Gironde, et il a organisé des patronages, pas seulement à Saint-Émilion, mais aussi un petit peu partout en Gironde. Il était très connu à Bordeaux pour cela. Ces patronages donc catholiques étaient posés, on peut dire, frontalement devant des organisations qui étaient, elles, d'un autre bord, de l'autre camp. Ici, la société de gymnastique et de préparation militaire qu'on appelait la Saint-Émilion était une organisation qui était présidée par le maire de Saint-Émilion, on verra tout à l'heure le portrait, Gabriel Combrouz. Et Gabriel Combrouz était radical socialiste, engagé probablement dans la franc-maçonnerie et prônait la séparation de l'Église et de l'État. Donc, et ce qui est très intéressant pour l'époque, ces sociétés de gymnastique, pas seulement celles de Saint-Émilion, mais ce type de société était conçu pour entraîner les hommes à porter les armes. C'est-à-dire qu'en cas de guerre, ces jeunes gens étaient déjà, il y avait des subsides de l'armée, des terrains, un terrain qui avait été prévu pour s'entraîner et tirer, etc. Donc vous avez là, vous voyez, un affrontement local de deux sociétés. Alors, à Saint-Émilion aussi, eh bien, il y a des catholiques et l'abbé Berger va organiser, ou on va dire peut-être réorganiser le catholicisme et lui donner peut-être un sens social qu'il n'avait pas jusque-là. Comment dire, à Saint-Émilion, il y avait une société de propriétaires, ça a été étudié par Philippe Roudier et d'autres, M. Angelbert, dont certains se rappellent, des géographes. La propriété de la terre était minuscule. Il y avait un nombre important de tout petits propriétaires, et puis peu de propriétaires dont les exploitations étaient de taille moyenne, et encore moins de grandes exploitations, mais certainement pas d'exploitation de la taille de celle que l'abbé Berger connaissait dans le Médoc. Il y avait donc une société très particulière qui a dû faire face à la fin du XIXe siècle à des à-coups économiques très forts, les problèmes de la vigne, je ne m'étends pas sur ces sujets, mais aussi les problèmes de marque, qu'est-ce que c'est que le Saint-Émilion, etc. Et ces propriétaires se sont regroupés, alors de façon souvent très conflictuelle, mais il en est né un syndicat viticole, et certains d'entre vous savent que l'abbé Berger parlait de son syndicat. En chair, on a des discours où il parle de mon syndicat. Et son syndicat, c'était ce syndicat qui avait été présidé par Édouard Dubois-Chalon, un, on va dire, notable catholique. Et ce syndicat a été conçu comme peut-être pas conçu à l'origine, mais pensé après, en tout cas sous la présidence d'Édouard Dubois-Chalon, et avec les conseils de M. Passemard, de Raoul Passemard, conçu comme ce qu'on appelait un syndicat mixte. Alors, à partir de la loi républicaine sur les syndicats, ces catholiques français, toujours avec les idées d'Albert de Meung, avaient conçu, en reprenant le mot syndicat, qu'il n'y aurait pas de lutte de classe, comme les syndicats d'ouvriers en le présentaient, mais qu'on pouvait allier dans une même organisation le capital et le travail.
Et là, c'était véritablement l'idéal de l'abbé Berger. Donc il a véritablement réorganisé ici, ou contribué à organiser ici une présence catholique dans la banque aussi, dans le syndicat viticole. Non, non, c'est pas grave. Ici, il est présenté comme prédicateur. Alors, oui, il est à Saint-Émilion, comme il est venu rejoindre son oncle Philippot à Saint-Émilion, mais après avoir été à Sadirac, sur les traces de son oncle, après son oncle, et à Sadirac, dans l'entre-deux-mers, il a fait une rencontre qui a pour lui été fondamentale, c'est la rencontre avec Jacques Piou. Alors Jacques Piou est un de ces catholiques ralliés à la République, homme politique, élu député, qui va sans doute, l'un des biographes de l'abbé Berger, l'abbé Bordachar, dit que c'est à Sadirac que l'abbé Berger a commencé à s'exprimer en tant qu'orateur. Mais plus que l'expression orale, c'est la pensée politique qui, sans doute, qui lui a été inspirée ou qu'il a confrontée avec celle de Jacques Piou. Il devient donc l'un de ces catholiques ralliés à la République et il va chercher, comme Jacques Piou, comme Albert de Mun, comment vivre dans cette République en tant que catholique. Il est prédicateur. Effectivement, quand il arrive à Saint-Émilion, il a un bagage. Il a été prêtre, il a un bagage religieux, ordonné prêtre par Monseigneur Lecot en 1904, mais il a un bagage donc politique également. Et il est confronté à un maire radical-socialiste. Mais avec ce maire radical-socialiste, finalement, la commune est gérée, j'ai dépouillé les registres des conseils municipaux, de façon assez pacifique. Il n'y a pas de heurts violents avec la municipalité, mais probablement avec la population, oui, parce que Bordachar dit qu'il y a de l'urine qui a été déposée dans le bénitier, que l'abbé de Rosières montre la porte de la sacristie. Alors ça, c'est au moment des inventaires. Bon, il y a eu des moments certainement très pénibles avec la population, et sans doute il ne devait pas y avoir beaucoup de paroissiens. Mais l'abbé va trouver moyen d'entente avec Gabriel Comrouge sur le plan local. Mais l'abbé n'est pas venu ici seulement pour, je veux dire, reprendre en main la paroisse. Il est manifestement nommé ici avec une autre mission que lui donne plus le cardinal Andrieux que le cardinal Lecot. Le cardinal Andrieux est successeur, c'est l'archevêque de Bordeaux qui succède au cardinal Lecot. Cette mission, c'est probablement de faire face, à partir de Saint-Émilion, et il y a des murs, il y a du prestige à être curé de Saint-Émilion, il y a plus que des murs, il y a du vin, enfin, il y a de quoi avoir un point de départ, un tremplin prestigieux. Il faut faire face à un mouvement de pensée qui s'étend de Libourne à Sainte-Foy-la-Grande, le long des rives de la Dordogne. D'ailleurs, ça va être un des titres que l'abbé Berger va donner à un journal, les rives de la Dordogne, catholique des rives de la Dordogne, parce qu'il faut faire face au protestantisme qui est présent là, à la libre pensée et à la franc-maçonnerie. Tout ce monde étant très souvent des soutiens fervents de la République, y compris de la République radicale. Donc il est prédicateur effectivement ici. Il va aller prêcher, il va aller, il dit à un autre prêtre qui a fait sa biographie, il dit: je vais faire une tournée de conférences. Donc il s'érige en conférencier contre un certain Louis, qui est un ancien prêtre, contre un certain Charbonnel, également ancien prêtre, contre Sébastien Faure,
Et ce sont des personnalités éminentes de ces mouvements francs-maçons, de la libre pensée, etc. Ici, vous avez des personnages qui sont probablement, je vais dire, extrêmement répulsifs aux yeux de l'abbé Berger, donc carrière nationale, mais qui sont très répulsifs pour l'abbé Berger. Alors, je reparlerai de Louis Malvy tout à l'heure. C'est un radical qui va être ministre de l'Intérieur pendant toute la durée de la guerre de 14. Clémenceau, chacun sait son engagement pour Dreyfus, son engagement, son athéisme, son engagement pour la séparation de l'Église et de l'État, etc. Même Raymond Poincaré, je rappelle que Raymond Poincaré s'était marié civilement et probablement sans conviction religieuse, il s'est marié religieusement au moment où il a pensé devenir président de la République, parce que contre Clémenceau, il s'est présenté. La gauche, à l'époque, vous savez, on devrait la bien étudier aujourd'hui. C'est assez drôle, si on peut dire. Donc il s'est présenté contre Georges Clémenceau, dans une sorte contre l'avis de Clémenceau, dans une sorte de primaire qu'il a noyé, qu'il a brouillé, et en sachant qu'il aurait la pluie d'un centre droit plutôt marqué par le catholicisme. Et son mariage religieux, je soupçonne qu'il a sans doute à faire avec cette opération-là. Donc ce ne sont pas des personnages que l'abbé Berger nomme d'ailleurs, comme des personnages dont il doute de l'honnêteté, y compris financière. Alors il y en a d'autres, ennemis nationaux, Jaurès, bien sûr, tout ce qui peut s'appeler socialisme, internationalisme, fait partie du tableau le plus noir que puisse trouver aux yeux de l'abbé Berger. Voilà, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce que je suis donc Myriam? Donc, c'est à la fois un homme engagé sur le plan social avec les patronages et sur le plan politique avec des prises de position extrêmement fermes. Ici, nous avons donc l'abbé Berger, aumônier militaire. Donc la photo est du 8 août 1916, il porte ses décorations, il a déjà la Légion d'honneur. On peut regarder, le voir dans sa cagna. Il aurait pu ne pas s'engager, il aurait pu ne pas faire la guerre. Il avait passé l'âge et son état de santé pouvait l'en dispenser. Or, il s'engage dès les premiers jours de la guerre. Donc, c'est une conviction qu'il exprime. Il faut faire cette guerre. Et il ne cessera de dire qu'il faut faire cette guerre. Donc, son engagement est immédiat. Et malgré tout ce qu'il a pu penser de Poincaré, il va désormais écrire et agir en essayant, mais parfois il ne peut pas se retenir, mais en essayant de respecter le plus possible ce que demandent Poincaré et son ministre Viviani, c'est-à-dire l'union sacrée. Que les Français abandonnent leurs querelles, leurs violentes querelles, parce que je crois qu'on n'a pas idée aujourd'hui de ce que cela a pu être. Mais que ces Français s'entendent tous pour sauver la patrie, avec la nuance que nous a rappelé M. Soutous pour ceux qui étaient à la conférence samedi dernier, que l'on pensait que la guerre serait courte, 3 mois, 4 mois ou plus, ce serait fini, il y aurait un vainqueur, un vaincu, on allait traiter et puis terminer. Personne n'imaginait qu'il faudrait tenir tant de temps. Et je ne suis pas sûre que l'abbé Berger ait pensé que ça durerait aussi longtemps. Mais quand il écrit le premier numéro du Poilu, donc au début de l'année 1915, je pense que c'est début mars que ça a dû paraître, c'est pas précisé.
je pense qu'il croit encore que la guerre sera courte, et il dit, il faudra que le poilu le poilu mourra avec la fin de la guerre. Mais le poilu mourra en 1919. Alors, le voici avec une carte. Alors, c'est extrêmement touchant parce que l'abbé Berger écrit beaucoup. Il écrit beaucoup sur des cartes, comme celle-ci, mais après. Dans les familles, il y a souvent un mot. Il sait dire merci parce qu'il a été reçu, parce qu'on est venu le chercher, parce que... c'est très touchant, cette façon de communiquer de façon très proche des gens. Alors, il est là avec ce aumônier militaire à la 36e division de Branccartier, puisqu'il est donc accepté comme aumônier militaire, mais plus que ça, il est aumônier volontaire. C'est Albert Demain qui s'était rendu compte que l'armée l'armée a demandé qu'il y ait des aumôniers. Et Albert Demain s'était rendu compte tout de suite qu'il n'y aurait pas assez d'aumôniers et a demandé qu'il y ait donc un appel aux aumôniers volontaires. Donc on est là, j'ai écrit marginaux parmi les marginaux. C'est vraiment... alors, ces aumôniers sont rétribués et vont avoir l'autorisation de recevoir des citations, des médailles, au même titre, je crois qu'un capitaine, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ces aumôniers sont décrits par un historien qui s'appelle Xavier Boniface, et ils portent la soutane un peu plus courte parce qu'ils montent à cheval. Donc, souvent, on leur voit vraiment pas les mollets, mais les godasses, les godillots, comme on disait à l'époque. Ils portent une croix. En principe, ils ont un brassard avec une croix. On va peut-être le voir. Donc, tout est prévu. Ils ont un uniforme. Ils peuvent porter un casque au cas où ils seraient dans une zone très exposée. Alors, ces aumôniers ont une fonction... je vais revenir tout à l'heure, mais la première fonction, c'est bien sûr une fonction religieuse. Ce sont les ministres du culte. Il n'y a pas que les catholiques, tous les cultes y ont droit. Il y a moins d'hommes prévus, mais il y a des pasteurs et il y a des rabbins. Et d'ailleurs, l'abbé Berger, il y a des relations qui montrent que l'abbé Berger a des relations très proches avec certains pasteurs et certains rabbins. Il dit la messe. Alors, ici, dans une église de fortune, tout à l'heure, en plein air, avec cette mallette d'aumônier qu'il peut transporter et que vous pouvez voir à la salle gothique. Mais lui, il n'est pas ordinaire, parce qu'il dit la messe, parfois dans des conditions hors normes. C'est relaté dans un récit d'un pharmacien, qui le montre en train d'aller et venir pour dire la messe dans des conditions extrêmement périlleuses. Alors, il dit la messe, il enterre les morts, et pour lui, véritablement un déchirement. Je le crois très sincère. Il fait paraître une lettre d'un officier qui dit à ses hommes enterrez les morts, il faut que chacun ait une tombe. Les aumôniers, eux, ont l'ordre d'enterrer les officiers. Et là, c'est peut-être un officier qui est enterré. Là, le général, le colonel, les gradés assistent à l'enterrement, on écrit à la veuve, etc. Mais l'abbé insiste pour que, religieusement ou pas religieusement, chaque homme de troupe puisse avoir, autant que on le peut, sa tombe, de manière à ce que sa famille puisse venir un jour, soit porter des fleurs, soit le rechercher. Ça, c'est extrêmement touchant, il le dit dans le poème. Alors, il est auprès de ces hommes, il enterre, il soigne
c'est la fonction des aumôniers. Hein. Il y a à la salle gothique un brancard. Hein. Il soigne, il va chercher les blessés, il les ramène au poste de secours, etc. Et l'abbé Bercher exerce tout ce mystère au péril de sa vie. Il y a de nombreux témoignages pour dire qu'il va vraiment risquer sa vie. Et d'ailleurs, voilà, il est lui-même blessé plusieurs fois. Alors, une de ses blessures lui vaut la Légion d'honneur dès 1915. Ici, bien, vous avez la remise de la Légion d'honneur. Monsieur Gouris, qui est là, reconnaît ces photos. Voilà, le général qui baille la croix. Et lorsque le premier numéro du Poilu paraît, il a déjà été décoré de la Légion d'honneur. Le voici encore, hein, l'aumônier. Il a le brassard. D'autres décorations, la Croix de guerre, 6 citations. Alors, l'une de ces citations est à la fois intéressante et amusante. Elle fait état du fait qu'il a été fait prisonnier pendant un temps très court par les Allemands. Et alors, ses camarades pensaient qu'il était perdu. C'est relaté plusieurs fois. Voilà. Donc moi, je relate ce que j'ai lu. Lui, il ne l'a jamais ni confirmé ni infirmé, mais l'officier allemand l'aurait relâché parce qu'il avait sur lui, alors moi, ce que j'ai trouvé dans un religieux, c'est qu'il avait sur lui une lettre qu'il adressait aux jeunes filles du patrimoine Jeanne d'Arc de Saint-Émilion. Dans cette lettre, il leur disait que la guerre était évidente, puisque la société était pervertie, et qu'il fallait reconstruire une société vertueuse et que l'on devait compter sur elles, les jeunes filles, pour reconstruire une patrie, une société digne. Et l'officier allemand lui aurait dit, eh bien, j'aurais aimé que mes filles lisent une lettre pareille, donc retournez chez vous. Alors, il y a aussi d'autres faits. Alors là, c'est plus étonnant quand même pour un aumônier, mais il est conséquent avec lui-même. Cette guerre lui paraît nécessaire, donc il l'a fait. Il y a plusieurs témoignages qui montrent qu'il a lui-même, à plusieurs reprises, pas seulement été protégé par son casque ou par son masque à gaz, mais qu'il a pris les armes et qu'il a pu, une ou deux fois, commander à certains hommes d'agir comme ceci ou comme cela. On peut dire que l'Église, alors le pape, pendant ce temps, demande aux catholiques la neutralité. Il y a des catholiques partout, sur les deux côtés, mais l'évêque de Bordeaux, le cardinal Andrieux, demande au clergé de s'engager. Et donc, il y a une réflexion qui est faite sans doute par ces prêtres de façon intime sur ce que c'est que la guerre et quand est-ce qu'il faut la faire, et sur cette fameuse expression qu'on appelle la guerre juste. C'est toujours d'actualité, hein, la guerre juste, pour les catholiques. Donc, ce journal, j'avance. Je vais trouver. Pardon, non, c'est moi qui ne veux pas trop abuser de votre patience. Donc, à partir de mars 1915, va apparaître ce journal de tranchées, publié par l'abbé Berger. Un journal certainement hors norme. Hein. Ça a été étudié. Je n'ai trouvé mention que d'un seul journal de curé, et je pense que c'est de celui-ci qu'il était question, chez Stéphane Audouin-Rousseau, et un journal dédié aux soldats de Saint-Émilion, c'est-à-dire à ceux qui sont de Saint-Émilion ou du pays des alentours, dit-il. Hein. Il était en Saint-Émilion, mais enfin c'est surtout Saint-Émilion qu'il est. Et en tout cas, ces hommes qu'il appelle les pigouilles, les fameux pigouilles, journal des pigouilles. Voilà. Alors il est photographié avec des pigouilles. C'est un mot
probablement d'origine limousine, mais enfin c'est un mot du sud. Les gars aussi, par exemple, il dit parfois les gars, les pigouilles. Et d'un nom affectueux, il parle aussi du poilu Saint-Émilionnais en l'appelant Pitou. Hein, il y a des lettres à Pitou. Mais ça montre l'affection, la proximité qu'il a avec ses hommes. Organe des pigouilles soldats. Alors, ce journal, il le conçoit comme étant destiné à donner. Alors, tous les soldats de Saint-Émilion sont sur des fronts différents. La plupart sont quand même dans les tranchées, mais il y a Paul Carry qui est au Maroc, il y en a qui sont dans les Balkans, il y en a qui sont ailleurs. Et pour lui, il est indispensable que ces hommes aient des nouvelles les uns des autres. Donc, il donne des nouvelles de tout le monde. Bien sûr, il dit qu'il y a des morts. Et il les compte régulièrement. Dès qu'il le peut, il donne des photos. Mais il y a aussi les blessés, il y a aussi les malades, il y a aussi les gens en bonne santé qui donnent des nouvelles. Et tout cela apparaît dans le poilu. Et il faut aussi que les familles le sachent. Voilà. Donc, donner des nouvelles des soldats aux soldats et aussi soutenir le moral des soldats. Alors, je pense que mon ordre de diapositive est un peu embrouillé pour vous, alors je vais aller un peu plus loin. Hop. Voilà, hop, les lecteurs. Non, on va revenir là-dessus peut-être après. Les lecteurs, voilà. Il s'agit bien... À 4 mains, hein, c'est pas facile. Hein. Il s'agit bien que ce journal soit lu par ces soldats-là, ces pigouilles-là, ceux-là. Alors, vous voyez, celui qui lit, alors il prônait les lectures publiques. Hein. Il voulait que le poilu soit lu comme ça. Et celui qui lit a bien les sabots. Il s'adresse avant tout à une société rurale. Il s'adresse à une société rurale avec sa culture à lui, qui n'est plus la culture d'un prêtre, d'un curé de campagne. Hein. Il a bien la culture d'un prêtre qui a été vivre à Bordeaux et qui a une culture à la fois politique, littéraire, bien maîtrisée. Hein. Mais voilà, c'est son idéal, c'est ça. C'est que ces poilus se distraient. Alors, qui a écrit ce journal? Est-ce qu'il était seul? Souvent, on dit que le berger était seul. Ici, c'est une caricature de Frédus. Alors, si quelqu'un parmi vous peut nous aider en nous disant qui était Frédus, nous serions très heureux. Moi je n'ai pas trouvé qui était ce Frédus et je n'ai pas eu le temps d'aller chercher beaucoup plus loin. Mais vous avez donc au-dessus la tête de l'abbé avec ses grandes moustaches, sa barbe, et il est présenté comme étant entouré, aidé par deux hommes assis qui pourraient bien être des sous-officiers, et puis deux hommes à terre qui pourraient bien être des poilus ordinaires. Hein. Et c'est sans doute ainsi qu'il veut que son équipe soit représentée. Mais il n'y a pas. L'équipe, s'il y en a une, reste anonyme. C'est souvent le cas dans les autres journaux de tranchée. Il y a cette discrétion. Alors on ne sait pas non plus s'il y a des morts parmi ceux qui ont collaboré avec lui. On ne dit rien. On sait qu'il y a deux caricaturistes qui ont travaillé avec lui, Frédus. Alors Frédus connaît Saint-Émilion parce que, et on verra tout à l'heure, il fait les dessins du pays. Alors les grandes murailles, les clochers, enfin c'est lui qui fait l'une des présentations, la une la dernière une du poilu. Donc il connaît Saint-Émilion. Et puis il y en a un autre qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Alors Jean-Jacques Rousseau fait la caricature de l'abbé en deux fois, deux numéros différents. Donc il commence, comme l'abbé est très grand, il se moque de lui, il commence par le montrer jusqu'à la taille. Alors on voit les pieds avec les éperons, mais les godillots sont vraiment très vieux, on voit les doigts de pied, la soutane est haute, vous voyez, c'est bien cela. L'homme monte à cheval, il a un cheval, il l'appelait Guillaume, comme par hasard.
Et dans le numéro suivant, eh bien c'est l'eau qui est croquée et on reconnaît qu'il s'agit de l'abbé puisqu'on voit la barbe qui dépasse sous le masque à gaz. Mais il y a bien les décorations et puis le brassard avec la croix. On ne sait pas trop grand-chose de cette équipe de rédaction, mais il y a des sobriquets, des gens qui signent alors un nom béarnais, Loustalo, mais on a aussi des noms amusants, K. Raffon, K. Raffon, etc. Ça, c'est l'humour de l'abbé Berger qui disparaît. Les conditions de travail, est-ce qu'on y est ou pas? Les conditions de travail de cette équipe, voilà. Journal intermittent, bien sûr, il y a 3 grandes difficultés. D'abord, les conditions de la guerre. L'équipe de rédaction se trouve souvent sur le front, au plus près. Deuxième condition difficile, mais apparemment elle est résolue, c'est un journal qui se veut gratuit et qui est envoyé gratuitement à tout Saint-Émilionnais qui en fait la demande, sans publicité. Or, c'est un journal très soigné, comme vous le voyez, imprimé par l'imprimeur Delbrel à Bordeaux. Il a coûté très cher. Il y a des dessins, il y a des photographies, il n'y a pas une faute de typographie, j'en ai vu une. C'est très soigné, c'est très beau comme travail. Donc il a fallu des donateurs, des souscripteurs, et il y en a eu, et il y a eu beaucoup d'argent. On trouve bien son... Voilà. Et la troisième, pas difficulté, c'est la censure, mais juste un mot pour dire que les autorités militaires comptaient beaucoup sur ces journaux pour que les soldats acceptent la guerre qui durait, et qu'il faudrait plutôt s'interroger sur l'autocensure. Un seul exemple, l'abbé Berger écrit à son ami Carille pour dire qu'il y a eu une fraternisation à Noël 14. C'est une correspondance privée, il n'en est pas du tout question dans le Poilu Saint-Émilionnais. On comprend bien que l'armée aurait assez mal accepté, et ça n'apparaît absolument pas dans les journaux de tranchées, mais en tout cas pas dans celui de l'abbé Berger. Alors, je termine en disant que l'esprit du Poilu, c'est d'abord d'aider les Poilus de Saint-Émilion à supporter la guerre. Il y a des blagues, on parle de la nourriture, on parle du vin de Saint-Émilion, c'est un sujet récurrent. Mais il faut bien expliquer la guerre. Alors il y a une carte fantaisiste qui présente tous ceux du front. On ne peut pas trop détailler, mais il ne donne pas. Mais il y a un seul ennemi, c'est le Boche. Alors le Boche, le barbare, le sauvage, la civilisation est française, et de l'autre côté, c'est la barbarie. C'est l'Est, et il dit, c'est l'Est d'où le mal nous est toujours venu. Là, c'est clair. L'explication de la guerre. Il faut sauver la patrie. Alors, la patrie, c'est lié au sol et à une histoire de la France éternelle. Il n'y a pas eu une construction de la France, mais il y a une France voulue par Dieu, qui est toujours la même. Depuis quand, on ne sait pas, mais toujours sans doute depuis Saint-Rémy. Voilà. Donc la guerre, elle est expliquée comme ça, mais l'abbé n'oublie pas non plus ses ennemis de l'intérieur, et les derniers numéros du Poilu désignent véritablement ceux qui pour lui sont les coupables de la guerre qui dure. Ce n'est pas l'armée. L'armée, c'est la patrie, tout le monde s'entend, et d'ailleurs au front, tout le monde est d'accord. L'ennemi, c'est à l'arrière. Mais même là, Henri Barbus s'était engagé à plus de 40 ans. C'est un socialiste, il est athée. Il va ensuite s'engager après 1920 dans le Parti communiste. Et là, il y a un ennemi qu'il désigne. Il ne le nomme pas. Il écrit ce pamphlet, Le feu et la flamme, qui est contre la représentation que donne Henri Barbus du Poilu. Il dit que Barbus
fait du poilu une bête, accablé par la guerre et incapable de réagir. Et là, il pense que c'est une image fausse du poilu. Mais il ne nomme pas Barbus, simplement le feu, c'est le titre de l'ouvrage de Barbus. Il y a d'autres ennemis, j'en ai parlé tout à l'heure, les ennemis de l'intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur, Malvy, qui a refusé d'ouvrir ce qu'on appelle le carnet B, c'est-à-dire de faire arrêter tous ceux qui en 14 avaient été repérés par les renseignements généraux comme hostiles à la guerre. On va simplifier en disant tous les pacifistes. Et là, il nomme Malvy comme étant l'un des responsables de la guerre. Très curieusement, pour lui, Clémenceau peut être soutenu parce que Clémenceau, bien que athée, bien que etc., a été un grand patriote et a permis la victoire. Donc il y a là une évolution politique de l'abbé Berger qui est extrêmement intéressante. Alors il nomme aussi dans le dernier poilu un autre ennemi, plutôt des journaux ennemis. Alors il nomme pas la Dépêche de Toulouse, mais enfin c'est clair. Et puis il y a un journal qui s'appelle Le Bonnet Rouge, qui est un journal d'anarchistes, dont le propriétaire ou principal responsable s'appelait Almereida, de son vrai nom Vigo, le père du cinéaste Jean Vigo. Et là, il a des mots très très durs sur Almereida. Alors Almereida, certains disent, pardonnez-moi, que c'est un anagramme pour « il y a de la merde ». Je pense que c'est vrai d'ailleurs, que c'était bien comme ça qu'Almereida avait conçu son nom. Mais cet homme va se retrouver en prison et il va être, alors selon les versions, se suicider avec un lacet autour du cou ou assassiné par son voisin de cellule. Et on sent bien que l'abbé Berger est prêt à repartir contre ses ennemis d'avant 14, ses ennemis de l'intérieur. Il parle bien dans la correspondance privée de Boche de l'intérieur. Donc sa vision de la guerre est double. On fait la guerre contre l'étranger, mais il faudra au retour repartir contre ceux qui détruisent la France. Donc c'est un homme qui rentre, bien sûr, le poilu meurt, le gérant disparaît, mais c'est un curé qui revient à Saint-Émilion avec, je ne sais pas, en tout cas un projet, celui d'honorer les morts, ça c'est sûr, de faire la chapelle, c'est sûr aussi, mais il a d'autres projets en tête. Pardon d'avoir Myriam, j'aimerais être si longue. Il y a tellement à dire. Vous n'avez pas fini en fait. Alors, le relais entre le front et l'arrière, Mireille en a parlé. Dans tous les poilus, quasiment, on a deux rubriques qui clôturent le journal. Écho du front, où il dresse un inventaire de l'ensemble des soldats de Saint-Émilion, mais pas que. Au début, ce sont surtout les soldats de Saint-Émilion qui sont concernés, mais à partir de 16-17, lorsque le poilu commence à avoir davantage de moyens et qu'il est diffusé il est diffusé plus largement, et par exemple, notamment en Entre-deux-Mers, où il y a beaucoup de références à des soldats aussi du sud-ouest, et notamment de l'Entre-deux-Mers et du Branay. Je le dis pour tous les amis Branay qui sont présents dans la salle. Et puis bien sûr, Écho du pays, donc il donne des nouvelles des uns et des autres, et aux soldats. Et ces soldats, ils sont où? Ils sont présents sur le front, et je vais vous en parler maintenant. Alors d'abord, si on essaie de faire la synthèse de l'ensemble des collections qui nous ont été confiées par les familles, et ces collections familiales donc renvoient à des parcours individuels de soldats, on peut dire que quand même, d'une manière générale, ces parcours sont très diversifiés. D'abord, combien d'hommes sont concernés? On sait, par le recensement de 1911, qu'en 1914, il y a environ 3500 habitants à Saint-Émilion, donc plus que maintenant.
Et on sait par la liste électorale de 1914 que sur ces 3500 habitants, il y a 1200 hommes âgés de plus de 21 ans. Si on recoupe toutes les sources, le recensement, le nombre d'hommes, les classes de jeunes gens qui ont été mobilisés pendant la guerre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mobilisés en 14, mais entre 14 et 18, puisqu'ils ont continué à partir pour renouveler les effectifs, j'estime à environ 850 le nombre d'hommes qui ont pu quitter Saint-Émilion. Alors bien sûr, il faudrait une étude plus approfondie pour donner des chiffres fermes. Il y a eu des réformés, bien sûr, mais très peu, des engagés volontaires, plus jeunes, plus vieux, mais disons que j'estime ce chiffre à 850. Et parmi ces 850, donc, on a des parcours donc, très diversifiés. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples, je ne peux pas retracer le parcours de chacun des soldats que j'ai été amené à étudier, mais on a beaucoup de soldats de première ou deuxième classe qui sont dans des régiments d'infanterie, en particulier le 57e régiment d'infanterie de Libourne, puisqu'on est ici près de Libourne. Et c'est le cas par exemple de Pierre Mirande, qui est mobilisé en 14 et qui décède dès le mois de décembre, le 18 décembre 1914, à Beaune. Il est enterré sur place, puis sa sépulture est transférée à Cerny en Laonnois. Et bien que sa guerre soit courte, il nous a laissé une grande correspondance avec son épouse. Ce sont de véritables lettres d'amour, et c'est vrai que ça mériterait certainement publication, mais ce sera pour plus tard. Autre soldat mobilisé, autre homme de Saint-Émilion qui part au front, Fernand Catusso, qui lui aussi a beaucoup écrit. Il a écrit à sa mère, qu'il coach depuis Saint-Émilion pour tout ce qui est exploitation viticole. Et il sert au 109e régiment d'infanterie où il occupe des fonctions de sergent. Son parcours s'arrête en 1917, puisqu'il est blessé, grièvement blessé, à la bataille de la Malmaison, et il finira la guerre à l'hôpital militaire de Brest, où il continue à écrire, avec une écriture tremblotante. Et on a beaucoup de choses le concernant, bien sûr ses médailles, mais aussi ses correspondances témoignent de manière très détaillée du champ des opérations militaires. Pierre Bécaud, lui, est téléphoniste au sein du 144e régiment d'infanterie. Lorsque la guerre éclate, il effectue son service militaire à Bordeaux. Et c'est d'ailleurs, il n'est pas Saint-Émilionnais à ce moment-là, il le devient pendant la guerre. C'est pour ça qu'il a sa place à la fois dans l'exposition et dans cette conférence. Il rencontre Georges Chaillot, qui lui est Saint-Émilionnais, avec qui il devient un très très bon ami. Et d'ailleurs il épousera sa sœur avant la fin de la guerre, en 1918, ici à Saint-Émilion. Et leur parcours au début de la guerre se fait au 144e régiment d'infanterie, puis ensuite Georges Chaillot, lui, passe dans l'artillerie, et il nous a laissé donc une collection de photos qui nous permet de retracer son parcours. Et là il y aurait aussi une étude et une analyse approfondie à faire sur ce qu'a fait Pierre Bécaud. Ici, je vous ai mis une photo de Pierre-Gabriel Faure, en avril 1915. Il est mobilisé, lui, comme tous les jeunes de sa classe, donc en 1915, pour renouveler les effectifs au front. Alors la plupart sont sur les fronts nord et est de la France, mais on a certains Saint-Émilionnais qui font la guerre en Afrique du Nord, enfin qui font la guerre. Monsieur Carny me corrigera. Qui contribue à une entreprise de pacification dans le nord de l'Afrique. Voilà, c'est un peu différent, mais les conditions sont très difficiles. Les correspondants en témoignent. Donc ici, à Fès, au Maroc, Paul Carry est ici. Le docteur Méline est mort au Maroc. Le docteur Méline et le grand-père, il n'était pas Saint-Émilionnais, mais il était au Maroc aussi. Alors de Maxime Lacoste, alors lui il est caporal, lui il sert en Orient et il est blessé justement à Rapech en Serbie, il contracte le paludisme, la dysenterie. Je n'ai pas de photo de lui, mais je crois que Madame Lacoste, je ne sais pas si elle est là, doit m'en amener. Les recherches continuent. Et voilà un extrait d'un certificat de visite le concernant, donc qui nous montre que les soldats de Saint-Émilion sont vraiment présents sur tous les fronts. Il suffit de lire le poilu Saint-Émilionnais pour en être certain. Ils sont au Balkan, comme le disait Mireille, ils sont partout.
même s'ils sont surtout dans le nord-est, bien sûr. Il y a des différences donc, de localisation, il y a aussi des différences de grade et d'affectation. Par exemple, Edmond Jean, lui, est sous-officier, c'est un très grand ami de l'abbé Berger, on a une correspondance très intéressante entre deux. Et lui est sous-officier au 18e escadron territorial du train. Quand la guerre éclate, il a déjà 39 ans et il effectue une grande partie de la guerre dans les services intérieurs. Voilà. Tous ne sont pas sous le feu, et les plus âgés, souvent, on les retrouve dans les services de l'intérieur. Un autre cas, celui d'André David Beaulieu, dont la famille qui est Saint-Émilionnais, originaire de Coutais, et qui lui est engagé volontaire. Il s'engage volontairement en 1914 et il fera toute la campagne, il en reviendra d'ailleurs indemne, sans blessure je crois, ce qui est quand même relativement rare, tous au moins une fois une blessure. Et lui, il interrompt sa campagne, il sert au 57e régiment d'infanterie, puis dans différents régiments d'artillerie, et il interrompt sa campagne en 16 pour se former au centre d'instruction de Saint-Cyr. Vous avez ici une photo de la promotion, et lui, il est tout en haut là, je sais pas, on ne voit pas bien. Donc, des parcours diversifiés. Un point commun à tous ces soldats, c'est que, en tout cas, dans les correspondances qui nous sont parvenues, ils sont résolus à partir. Ils ont tous... certains ont hâte de voir comment ça va se passer. Et sinon, tous sont résolus à se battre contre les Allemands. Il faut se resituer dans le contexte de l'époque. C'est vraiment leur désir de partir. Par contre, si tous sont prêts à partir et à défendre la France, tous, par contre, au moment de l'arrivée au front, connaissent des conditions de vie éprouvantes. Vous avez tous entendu parler des conditions de la Première Guerre mondiale, donc je ne vous apprendrai rien. Mais c'est vrai que dans les correspondances, à partir du moment où ils arrivent, le ton change nettement. C'est la violence des combats qui est décrite. Ici, c'est une photo qui a été prise par Pierre Bécot ou un de ses compagnons d'armes qui montre un assaut, puisque régulièrement ils partent à l'assaut, ils alternent entre les tranchées de première ligne et les tranchées de deuxième et troisième ligne, où ils sont plutôt au repos. Et ces moments passés en première ligne sont extrêmement difficiles pour eux. Ici, j'ai mis une photo du plateau de Notre-Dame de Lorette et l'église détruite, parce que lorsque Fernand Catusot arrive au front en 15, il envoie une lettre à sa mère, et c'est sa première vision du front, c'est le plateau de Notre-Dame de Lorette dévasté. Et lui qui avait hâte de savoir comment ça allait se passer, il est servi, et voilà, il ne cessera jamais de l'être. Donc la mort omniprésente. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale ont été utilisés aussi des gaz asphyxiants, donc il y a aussi la crainte de ces gaz qui est illustrée ici par la cloche de la Harazé qui a été mise au PC pour donner l'alerte en cas de gaz asphyxiant. C'est une annotation de Pierre Bécot sur l'une de ses photos, puisque toutes ces photographies sont annotées. Et on m'a dit, c'est un journaliste qui me disait que la cloche de la Harazé, tout le monde la connaît et tout le monde l'a connue. Voilà. Il y a beaucoup de régiments qui y sont passés. C'est aussi un symbole. Et je vous le disais, donc, ils alternent donc, ces périodes passées en première ligne dans des conditions de vie quand même extrêmement difficiles et un inconfort quotidien. Et ici, lors de la bataille des Flandres en 17, par exemple, et des périodes passées en deuxième ligne. Ici, une tranchée de deuxième ligne, donc au flanc des chemins des Dames, où séjourne Pierre Bécot pendant un long moment avec le 144e régiment d'infanterie. Et là, on a comment dire, tout un complexe qui apparaît d'ailleurs dans la collection Bécot, de guitounes, d'abris, de cuisine, etc. Alors, ce cimetière de fortune, j'aurais dû le placer avant. Voilà, la mort permanente, la nécessité d'enterrer les morts quand on peut les enterrer. Les cimetières de fortune laissent place à des cimetières un peu plus élaborés à mesure que la guerre s'installe.
Il y a également des privations dont souffrent les soldats. Ils parlent souvent du manque de nourriture, ou du manque d'eau, du manque de vin, la piquette qui est trop chère au front, et voilà, la nostalgie du pays et du bon vin d'ici. Donc ici, la roulante, c'est la cuisine roulante, la cuisine mobile, qui permet d'alimenter le régiment. Et puis, il y a, malgré tout, malgré ces conditions de vie difficiles, il y a une chose qui est commune aussi à l'ensemble de ces soldats saint-émilionnais et qui apparaît dans leur correspondance, c'est la fraternité entre soldats. C'est pour eux une façon de tenir. C'est aussi des moments de détente dans la tranchée qui ne sont pas si nombreux, des moments d'exercice, des moments de détente. Ici, le régiment de Pierre Bécot en train de se distraire, de s'amuser. Et puis il y a aussi une chose qui les fait tenir et qui est très importante, donc j'en parlais tout à l'heure, ce sont les correspondances avec les familles et les colis que leur envoient les familles. Donc ces familles, ce sera l'objet de ma dernière partie, puisque on apprend à les connaître en lisant les correspondances de soldats, on apprend aussi à connaître la vie des habitants de Saint-Émilion à travers le poilu Saint-Émilionnais et le journal, et on arrive à avoir un aperçu de ce qu'était en fait le quotidien des Saint-Émilionnais pendant la Première Guerre mondiale. Je ne vais pas commettre l'erreur de tout à l'heure. Et d'abord, la nécessité de faire face à l'absence des hommes pour les mères, pour les épouses, pour les amis. Et pour les épouses, par exemple Jeanne Mirande, qui est l'épouse de Pierre Mirande dont je vous ai parlé tout à l'heure, la nécessité d'élever seul son fils. Éducation d'ailleurs dont se préoccupe son mari, son fils Élisée René est présent dans toutes les lettres qu'il envoie à sa femme, et son épouse, elle, reçoit au début de la guerre une allocation cantonale pour l'aider à élever son fils. Cette absence des hommes, elle est aussi extrêmement pénalisante pour l'activité agricole, et notamment l'activité viticole. Ici, une affiche du président du conseil, René Viviani, qui est adressée au début de la guerre à toutes les femmes de France pour leur demander de participer aux travaux agricoles et de mener les récoltes, puisque les hommes, vous le savez, sont partis en août, et qu'au pire moment, finalement, pour l'activité agricole. Et donc à Saint-Émilion, les femmes doivent vendanger seules, et puis dans les années qui suivent, l'année suivante, elles doivent participer à des travaux qui, a priori, habituellement ne leur incombent pas, et notamment le sulfatage de la vigne. À mesure que la guerre s'installe à partir de 1916-1917, on sait que les exploitations bénéficient du concours de prisonniers, de soldats réformés, et notamment, j'ai mis ici pour illustrer cet aspect-là des choses, une lettre de Paulette Carille, qui est petite fille, qui écrit à son père Paul au Maroc. Alors, on a toute une correspondance de Paulette à son père, avec plein de fautes d'orthographe, mais c'est très joliment écrit. Et là, en l'occurrence, elle écrit que hier soir, il y a des boches qui sont arrivés pour sulfater. Tu me renverras un fusil pour les tuer. C'est le vilain boche allemand. Voilà. C'est très intéressant, cette correspondance de à son père. Et je l'ai eue très tard, donc elle est très peu présente dans l'exposition de la salle gothique, mais voilà. Bon, ce soutien aux soldats, donc, que je vous l'ai dit, se traduit par des envois des lettres qui arrivent très régulièrement. Si on n'a pas de lettres de 2 jours, on est très très inquiet. On est très très inquiet au front, on est très très inquiet surtout dans les familles, puisque comme les annonces de décès arrivent quand même très régulièrement, c'est l'angoisse qui s'installe. Et donc on envoie aussi des colis pour soulager le sort des soldats. C'est une façon de se sentir utile. Donc on envoie de la nourriture, on envoie des vêtements, on envoie des effets personnels, voilà, des caoutchoucs pour se protéger de la pluie, etc. Et puis à Saint-Émilion, on essaie aussi de contribuer à l'effort de guerre en prêtant secours aux blessés et convalescents. Et on sait qu'au début de la guerre, existe à Sarp un hôpital bénévole, bénévole à Sarp, qui est relayé très vite par un hôpital auxiliaire de numéro 62, puisqu'au début de la guerre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de blessés,
de convalescents et que les hôpitaux militaires ne suffisent pas à accueillir l'ensemble de ces blessés. Et donc partout en France, on met en place des hôpitaux bénévoles, des hôpitaux auxiliaires. Donc l'hôpital auxiliaire numéro 62 de Saint-Émilion, il fonctionne uniquement au début de la guerre, en 14, 15, peut-être au début de l'année 16, mais en tout cas on n'en trouve plus trace à partir de 1916. Il est installé dans l'ancienne école libre des filles, et le poilu Saint-Émilionnais, l'abbé Berger dans le poilu, nous dit que l'école, pendant cette période, a été transférée sous le préau. Voilà, je n'ai pas d'autre. Au préau, pour être plus exact, dans le texte. Voilà une autre photo de l'hôpital auxiliaire qui était vraiment très très mauvais état, donc j'ai essayé de la contraster au maximum. Cet hôpital, il fonctionne, il est administré par... il est géré par la Société de secours aux blessés militaires, et tous les bénévoles qui travaillent dans cet hôpital sont des membres de la Société la Société de secours aux blessés militaires, qui elle-même est une émanation de la Croix-Rouge. Parmi ces bénévoles, on a par exemple Charlotte Jean, qui est une jeune femme saint-émilionnaise, dont vous trouvez ici la carte d'adhésion à la Société de secours. On a également Cécile Dubois-Chalon, qui est lingère, économe, et dont la famille a retrouvé le certificat d'infirmière auxiliaire. Donc elle a aussi occupé des fonctions d'infirmière auxiliaire dans l'hôpital de Saint-Émilion. Et cet hôpital, il fonctionne, c'est surtout le poilu Saint-Émilionnais et aussi la chronique du Libournais, que j'ai oublié de citer tout à l'heure au début de ma communication dans les sources documentaires. Chronique du Libournais que Catherine Vautier m'a complètement dépouillée parce que j'avais pas le temps de le faire et je la remercie. Voilà, merci Catherine. Et Chronique du Libournais qui a été inventoriée par un historien libournais qui s'appelle Alain Chaume, qui a fait un énorme travail. On a un inventaire chronologique et thématique de la Chronique du Libournais, qui est une source d'information très importante aussi sur l'histoire locale pendant la guerre. Je ne sais plus pourquoi je parlais de la Chronique du Libournais. C'est pas grave. Donc voilà pour l'hôpital auxiliaire. Ah oui, la Chronique du Libournais, ça me revient. La Chronique du Libournais et le poilu nous apprennent que l'hôpital fonctionne grâce aux dons des habitants de Saint-Émilion, et grâce à ce qu'on appelle l'œuvre du franc mensuel. C'est-à-dire que chaque famille doit verser pour l'hôpital 1 franc par mois. Voilà. On observe aussi une ville qui est impliquée dans l'effort de guerre, mais d'une manière, comme le sont beaucoup de villages et de communes en France. Ça n'est pas spécifique à Saint-Émilion. Ça passe par des réquisitions de bétail, de foin, de matériaux. Et ces réquisitions, il y a aussi des pénuries de certaines choses, et notamment de poudre, et cela handicape la vie agricole au moment, par exemple, d'orage de grêle, puisque la récolte 15 de vin oui, est complètement ratée, parce qu'il y a un gros orage de grêle en août 15, et que les canons, les bombes paragrêles ne fonctionnent pas. Elles ne fonctionnent que dans 2 propriétés sur l'ensemble des propriétés de la région. Et du coup, c'est une récolte catastrophique, ce qui inquiète beaucoup d'ailleurs les soldats présents au front et qui reçoivent des nouvelles de leur famille et qui s'inquiètent d'abord pour l'année suivante. Voilà. Et qui espèrent bien être rentrés pour la récolte 15, ce qui ne sera pas le cas comme vous le savez tous. Cette absence des hommes et cette implication des Saint-Émilionnais dans l'effort de guerre, il se traduit aussi par un remplacement des hommes partis au front dans la commune. La municipalité doit remplacer une grande partie de son personnel municipal, et puis en début de guerre, elle met en place une garde communale qui est composée d'une 30aine d'hommes volontaires pour surveiller en fait le territoire en remplacement des gendarmes qui sont partis. Voilà, tout simplement qui sont partis. Et la récolte étant sur pied, il faut surveiller. Donc ils se répartissent en fait les secteurs de la commune pour surveiller, pour assurer la sécurité du territoire. Voilà, tout simplement. Cette implication dans l'effort de guerre se traduit également par des conférences sur l'or qui sont organisées
par des notables saint-émilionnais, en particulier Édouard Dubois-Chalon, pour inciter les familles, les saint-émilionnais, à donner leur or dans le cadre des grands emprunts qui sont lancés pendant le conflit pour alimenter les réserves de la Banque de France en or, puisque la plupart des transactions se font en or. Et donc les gens sont incités à donner leur or contre de l'argent liquide. Voilà. Donc des conférences sont organisées, on en trouve trace par exemple dans la chronique du Libournais, il y en a énormément, et à Saint-Émilion notamment, dans le Poilu aussi. Et puis, à la fin de la guerre, et en guise de conclusion d'une certaine manière, on voit aussi que en 1918 et en 1919, des troupes américaines sont cantonnées sur la commune, puisque, comme vous le savez sûrement, on avait à Bordeaux une des bases les plus importantes de soutien à l'aide américaine en France. Puisque, comme vous le savez aussi, l'Amérique, donc les États-Unis, entrent en guerre en 1917. Et donc, certaines troupes sont cantonnées à Saint-Émilion. En tout cas, le 62e régiment d'artillerie américaine est cantonné. Le 60e ne fait peut-être que passer. En tout cas, on a des témoignages dans plusieurs ouvrages du passage du 60e. Et on a ici une lettre de remerciement qui est adressée en 1929 par les membres du comité du 62e régiment d'artillerie américaine, donc Coast Artillery Corps, CAC, donc qui est adressée à la commune pour remercier la commune de l'avoir accueillie pendant 2 ans, en 1918 et en 1919. Alors ça se traduit par une production de cartes postales abondante, Gade Street, Foundry of Bells, Messline, etc., etc., donc qui représentent des Américains dans les rues de Saint-Émilion. C'est intéressant pour nous parce que du coup, on a des photos, enfin des vues, des clichés de Saint-Émilion pendant la guerre. Et puis cette présence américaine à Saint-Émilion, elle se traduit par de nombreux témoignages d'amitié franco-américaine lors de l'Independence Day en juillet, pour l'armistice de 1918, parce qu'ils sont toujours présents lorsque l'armistice est signé. Et puis par exemple ici, lors de la fête Dieu 1918, une fête exceptionnelle est organisée avec un reposoir devant l'église collégiale, et ici vous avez le drapeau américain. Et on a de nombreux témoignages qui nous disent que les Américains sont présents très nombreux. On sait aussi qu'ils étaient présents dans les communes voisines et qu'il y avait des batteries de canons qui étaient entreposées du côté de montagne. Voilà. Donc on était vraiment ici à l'arrière de Bordeaux. Et puis, après la guerre, on a dans les registres de mariage de la mairie 3 mariages de Saint-Émilionnaises avec des Américains, des soldats. Ici, c'est celui de Henriette Soupervielle avec Richard Fox, qui est canonnier au 62e régiment d'artillerie et qui donc est présent sur Saint-Émilion. Et puis je ne vous ai pas montré tout à l'heure dans les éléments témoins de la guerre, ici encore présents dans le paysage de Saint-Émilion, il y a sur la commune des graffitis qui ont été laissés par des soldats américains, et notamment sur la croix qui se trouve près du monument aux morts, la croix de la place Raymond Poincaré. J'ai pas eu le temps de transférer la photo. C'est Pierre Lucu dans son livre sur les croix qui montre qu'on a une inscription Cap Doherty 1918. Donc vous pourrez vous amuser à la chercher. Avec un œil averti, vous y arriverez. Voilà. Donc en conclusion, vous voyez, on a été très longue. Merci Mireille pour le travail énorme que vous avez fait sur la baie. J'ai puisé largement dans ce travail pour la partie de l'exposition qui concerne l'abbé Berger dans l'exposition, en l'illustrant. Et je crois que là, ce sont tout un tas de pistes qui sont ouvertes. J'ai travaillé uniquement pendant 6 mois et il y aurait beaucoup de pistes à explorer, à la fois sur l'arrière, sur le fond, et des correspondances à analyser, à exploiter davantage, parce que, ne serait-ce que André-David Beaulieu, on a 6 cahiers de correspondance qui font ça d'épaisseur, et donc il y a un gros travail encore à faire pour continuer à faire avancer la connaissance. Voilà. Merci mesdames pour ce magnifique
magnifique travail. Si quelques personnes ont des questions à poser, n'hésitez pas, avant que nous passions à l'apéritif. Bien entendu, vous pourrez rencontrer de nouveau Myriam Moreau, puisqu'elle va rester avec nous encore jusqu'à début janvier, puisque l'exposition va rester à la salle boutique jusqu'à la fin de l'année. Alors avant que nous remettions tout dans les cartons, et puis rendre les effets, les correspondances aux familles qui nous les ont gracieusement prêtées, vous avez l'occasion de pouvoir encore converser avec Myriam, qui sera présente, comme moi-même d'ailleurs souvent, à la salle boutique pour vous recevoir. Voilà. Donc je ne sais pas si parmi vous, quelques personnes veulent poser des questions. C'est avec plaisir, elles vous y répondront. J'en ai une, non, sans micro comme ça. J'en ai une toute petite sur la logistique de la création du journal, son impression, comment on transférait les textes du front à l'arrière, ensuite comment on les distribuait par la poste, le tirage. Voilà, quelques questions de ce temps. On a des indications, je m'appelle du tirage, Myriam. C'est 200 au départ. et presque 1000 à la fin. C'est presque 1000 à la fin et 200 au départ. Voilà. On a les prix. C'est sans doute l'un des journaux les plus chers de tous les journaux de tranchée. Pardon de vous renvoyer à mon étude. Il est évident que l'abbé Berger n'a pas pu entreprendre ce travail sans des fonds considérables. Et comme c'était un personnage déjà bien connu en Gironde et à Saint-Émilion, il a levé des fonds. Alors, il y a un journal qui s'appelle Nos Filleuls qui est édité en même temps, parce qu'il a, avec le Poilu Saint-Émilionnais, il a, à partir de 1917, lancé 2 autres publications, l'un qui s'appelle Nos Filleuls, sur lequel je reviens, et l'autre qui s'appelle Le Rayon, qui est vraiment le journal religieux du régiment 18e RI. Alors, je laisse Le Rayon de côté, mais les Filleuls sont lancés pour récolter, d'abord pour venir au secours des poilus des provinces occupées. Puis ensuite, il élargit. Il s'agit de venir au secours de tous les poilus, quels qu'ils soient, et en particulier Saint-Émilionnais qui auraient besoin d'aide. Mais aussi, il s'en sert pour récupérer des fonds. Et il y a des listes de souscripteurs, notamment pour le poilu. Certains noms sont cryptés, d'autres sont bien connus ici. Et il y a vraiment de généreux donateurs. Voilà. Le poilu n'est possible que parce qu'il y a de l'argent qui est donné. Ça coûte très cher. Ça représente des sommes importantes. Le secteur. Alors sur l'abbé Berger centralise toutes les informations, il dit secteur postal, il donne son adresse. Après, comment il fait, je suis preneur nous sommes preneurs de toute information, si vous en avez. Comment, sur quel support, est-ce que c'est manuscrit, est-ce qu'il a une machine à écrire, on ne sait pas. Il ne donne aucune indication pour nous dire comment il fait passer les informations du front, évidemment par le train. Le train, ça fonctionne. Je vous assure que le plan Fraissinet d'installation du train, d'ailleurs il n'y aurait pas une guerre s'il n'y avait pas de train en France, des trains dans tous les sens et partout. Donc ça circule par le train, ça arrive à Bordeaux. Qui se charge d'aller réceptionner tout ça? J'ai même pas eu beaucoup d'informations sur Delbrel. C'est une imprimerie manifestement catholique, mais je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Il dit l'ami Delbrel. Alors l'ami Delbrel n'est pas très regardant, il n'est pas payé tout de suite, il dit rien. On comprend qu'il y a des grèves aussi en 17 chez l'ami Delbrel, qu'il y a des problèmes aussi à Bordeaux, mais on n'a pas d'autres informations, donc si vous en avez, si vous voulez, vous nous les donnez. Okay. Oui, tout à fait, oui. Il reste encore beaucoup de documents à exploiter et de pistes à découvrir avec plus de précision. Alors j'ai juste omis un événement, un épisode extrêmement dur pour l'abbé Berger. Alors, je suis désolée de l'avoir omis, mais je le signale quand même. C'est en 17, il est quand même l'aumônier dans un régiment où il y a eu des mutineries et 5 condamnations à mort. Donc là, il y a un épisode dont il ne parle pas franchement dans le poilu, mais ça marque,
bien sûr. Il en parle indirectement. Et pour la 18e RI, où il passe quasiment toutes ces 3 dernières années de guerre, il publie un autre supplément au Poilu qui s'appelle Le Rayon, qui est un bulletin religieux régimentaire, voilà, qui se trouve aussi dans la réédition. Qui se trouve donc. Bon, merci mesdames. On va peut-être conclure comme ça. Vous aurez toujours l'occasion dans la soirée de pouvoir converser avec les 2 conférencières, puisqu'elle reste dîner avec nous. Bien entendu, elles sont récompensées. Il va falloir qu'elles se désaltèrent avec un peu 25 millions, et notamment les macarons de Nadia.